À l'automne 1918, Paris s'éveille dans une atmosphère de grisaille et d'attente. La capitale française, marquée par 4 années d'un conflit mondial épuisant, semble suspendue entre l'espoir d'une paix imminente et l'accablement d'un quotidien précaire. Sur les quais de la Seine, la brume matinale enveloppe les silhouettes des rares promeneurs et des travailleurs qui se hâtent vers leurs occupations. Mais cette année-là, un nouvel acteur invisible s'est invité dans l'intimité des foyers et le tumulte des boulevards. Ce n'est pas le fracas de l'artillerie que l'on craint le plus ce matin-là, mais un mal insidieux que la presse commence à peine à nommer la grippe espagnole. La ville fonctionne encore au rythme des restrictions de guerre. Le charbon manque, la nourriture est rationnée et les visages portent les stigmates d'une fatigue accumulée. Le matin, vers 6 heures, les quartiers populaires s'animent. Dans l'Est parisien, à Belleville ou Ménilmontant, les ouvriers quittent les immeubles de faubourg. On descend les escaliers étroits, on salue brièvement la concierge qui finit de balayer le trottoir. Le geste est machinal, mais on remarque une distance nouvelle. On ne s'attarde plus pour discuter des dernières nouvelles du front. On presse le pas, le nez enfoui dans un foulard de laine pour se protéger du froid humide et de ce que l'on appelle alors les miasmes. Le réseau de transport, bien que réduit par les nécessités militaires, reste le cœur battant de la cité. Dans les couloirs du métropolitain, l'air est lourd et confiné. Les rames sont bondées. Des hommes en uniforme, de retour de permission, côtoient des employés de bureau et des ouvrières des usines de munitions. À l'intérieur des wagons, une toux isolée provoque désormais un mouvement de recul instinctif. Les autorités ont fait placarder des affiches recommandant de ne pas cracher au sol et d'éviter les rassemblements inutiles. Mais pour des milliers de Parisiens, le travail n'attend pas. La promiscuité est une réalité structurelle de la vie urbaine. On se serre sur les banquettes de bois, on s'agrippe aux barres de métal froid, et l'on observe en silence son voisin, guettant les signes de la maladie, un teint trop pâle, des yeux brillants de fièvre, une lassitude anormale. À la surface, les grands boulevards conservent une apparence de normalité, mais les détails révèlent la crise. Les terrasses des cafés sont moins fréquentées. Les garçons de café, en tablier blanc, essuient les tables avec une insistance inhabituelle. L'odeur de l'eucalyptus et du camphre commence à saturer l'air des pharmacies, où les files d'attente s'allongent dès l'ouverture. Les Parisiens cherchent des remèdes miracles, des solutions de quinine, des sirops pectoraux, ou simplement du rhum pour fortifier le corps. On suit les conseils rudimentaires diffusés par la préfecture. Se gargariser avec de l'eau salée, aérer les chambres, éviter les contacts physiques. Mais dans les appartements surpeuplés du centre de Paris, où les familles s'entassent souvent dans 2 pièces sombres, l'isolement est un luxe impossible. Dans les quartiers bourgeois, le quotidien semble plus feutré, mais l'inquiétude est identique. Les domestiques, qui font les courses au marché de la Madeleine ou aux Halles, rapportent les rumeurs de la rue. On raconte que dans tel immeuble, une famille entière a été emportée en 3 jours. On dit que les hôpitaux, déjà saturés par les blessés de guerre, ne peuvent plus accueillir les civils. La vie domestique s'organise autour de la prévention. On désinfecte les poignées de porte au vinaigre, on brûle des herbes aromatiques pour purifier l'air des salons. Les repas sont préparés avec soin, en essayant de compenser le manque de viande par des légumes de saison, bien que les prix s'envolent sur les étals. Au milieu de la matinée, les écoles ouvrent leurs portes. Les enfants, en blouse noire, s'alignent dans les cours de récréation. Les instituteurs, souvent des hommes âgés ayant remplacé les jeunes partis au front, surveillent les rangs avec une attention particulière. On inspecte les mains, on vérifie la propreté des cols. Pourtant, les bancs sont de plus en plus vides. L'absentéisme scolaire explose, soit parce que les enfants sont malades, soit parce que les parents, terrifiés, préfèrent les garder au foyer. Dans certaines classes, le silence est troublant. La grippe ne choisit pas ses victimes, et les récits de camarades brusquement disparus circulent à voix basse sous les préaux. Le travail à l'usine représente un autre défi. Dans les ateliers de confection ou les usines d'armement de la périphérie, comme à Boulogne ou Billancourt, les machines tournent à plein régime pour soutenir l'effort de guerre. Les femmes, qui ont remplacé les hommes depuis 1914, travaillent 10 à 12 heures par jour. La fatigue physique rend les organismes vulnérables. Dans la chaleur des ateliers,
L'air chargé de poussière et de vapeur d'huile favorise la propagation du virus. Lorsqu'une ouvrière s'effondre à son poste, ses compagnes l'aident à s'asseoir, lui donnent un peu d'eau, mais la production ne s'arrête pas. Le sentiment du devoir envers la nation se mêle à la nécessité vitale du salaire. Pourtant, le soir venu, le retour vers le foyer est une épreuve de force pour ces corps épuisés. L'architecture même de Paris influence la manière dont on vit l'épidémie. Dans les immeubles haussmanniens, les contrastes sociaux se lisent verticalement. Aux étages nobles, on vit dans de larges pièces hautes de plafond, facilitant l'aération demandée par les médecins. Mais sous les toits, dans les chambres de bonne étroite et mal isolées, le virus fait des ravages. C'est là que vivent les ouvriers de passage, les étudiants et le petit personnel. Sans eau courante sur le palier, sans chauffage adéquat, l'hygiène minimale est difficile à maintenir. Les concierges montent parfois les étages pour porter un bouillon chaud à un locataire isolé, mais la crainte de la contagion limite les élans de solidarité. À l'heure du déjeuner, les halles de Paris, le ventre de la capitale, connaissent une effervescence fébrile. Les maraîchers, les bouchers et les crémiers s'activent sous les structures métalliques de Baltard. La nourriture arrive par train entier des provinces, mais la main-d'œuvre manque pour le déchargement. De nombreux forts des halles sont malades. On voit des charrettes rester chargées sur le pavé, faute de bras. Les ménagères se pressent pour obtenir les meilleurs produits, évitant les attroupements trop denses. Les échanges sont brefs. On paie en petites coupures ou en pièces d'argent, que l'on range rapidement dans son porte-monnaie, avec le sentiment que chaque objet touché pourrait être un vecteur du mal. L'après-midi, la ville semble parfois ralentir son cours. Dans les jardins publics, comme le Luxembourg ou les Tuileries, les bancs restent vides malgré la lumière automnale. Les théâtres et les cinémas, bien que restés ouverts pour maintenir le moral de la population, voient leur fréquentation chuter. On hésite à s'enfermer dans une salle obscure pendant 2 heures. La presse, soumise à la censure de guerre, minimise l'ampleur de la contagion pour ne pas alarmer l'arrière ou donner des signes de faiblesse à l'ennemi. On publie des articles laconiques sur la maladie à la mode, tout en consacrant des pages entières aux avancées héroïques des troupes en Argonne. Cette dualité crée un climat d'incertitude. Les Parisiens sentent que la réalité qu'ils observent, les corbillards plus nombreux, les rideaux fermés dans les rues, ne correspond pas au discours officiel. Les services publics sont mis à rude épreuve. Les facteurs, les employés du gaz et de l'électricité, les agents de police voient leurs effectifs fondre sous l'effet de la maladie. La distribution du courrier prend du retard, isolant encore un peu plus les familles des nouvelles du front. Dans les commissariats, on s'inquiète du maintien de l'ordre alors que la grogne monte face à la pénurie de produits de première nécessité. La ville doit continuer à fonctionner, coûte que coûte. On réquisitionne des véhicules civils pour transporter les malades vers les hôpitaux de fortune installés dans des lycées ou des gymnases. Les médecins de quartier, débordés, effectuent leurs tournées à pied ou à bicyclette, montant et descendant les étages jusque tard dans la nuit, souvent sans autre remède à proposer qu'un peu d'aspirine et de repos. Le rôle des femmes est central dans cette gestion quotidienne de la crise. Ce sont elles qui soignent les malades à la maison, qui gèrent les budgets serrés par l'inflation et qui maintiennent le lien social dans le voisinage. On voit des femmes se regrouper sur le pas des portes pour échanger des conseils de grand-mère, des frictions à l'huile de moutarde, des infusions de thym ou de tilleul. On partage ce que l'on a. Une voisine apporte un peu de sucre, une autre se propose de veiller les enfants pendant qu'une mère se rend à l'hôpital. Ces petits gestes, répétés à l'échelle de chaque rue, forment le tissu invisible qui permet à la société parisienne de ne pas s'effondrer sous le poids de la double épreuve de la guerre et de la peste. Alors que le soleil décline sur les toits d'ardoise, les rues s'assombrissent rapidement. Le couvre-feu et les mesures d'économie d'énergie imposent une obscurité partielle. Les becs de gaz sont allumés avec parcimonie. Les devantures des magasins se ferment et les bruits de la ville s'étouffent. C'est le moment où l'angoisse est la plus palpable. Dans le silence de la soirée, le passage d'une ambulance ou d'un fourgon funéraire résonne avec une clarté inquiétante sur le pavé. La nuit est le territoire de la fièvre. Dans de nombreux foyers, on veille à la lueur d'une bougie, surveillant le souffle court d'un proche. On change les draps trempés de sueur, on applique des linges froids sur les fronts brûlants. La mort n'est plus une abstraction lointaine venant des champs de bataille, elle est entrée dans la chambre à coucher. Les églises restent des lieux de refuge et de prière.
Malgré les recommandations de santé publique, les offices du soir attirent une foule silencieuse. Sous les voûtes de Notre-Dame ou de l'église Saint-Sulpice, on vient allumer un cierge pour un fils au combat ou pour un mari alité. L'odeur de l'encens se mélange à celle des désinfectants. La religion offre un cadre pour donner un sens à l'inexplicable. On se confie à Saint-Roch ou à Sainte-Geneviève, protectrice historique de Paris. Dans ces moments de recueillement, les barrières sociales s'effacent un instant. Le riche et le pauvre partagent la même crainte face à l'invisible. Pourtant, la vie continue avec une résilience sourde. Dans les appartements, on dîne modestement. Le menu est souvent composé d'une soupe de légumes et de pain de rationnement, gris et dur. On discute peu. On lit les journaux du soir à la recherche d'une lueur d'espoir concernant la fin des hostilités. La signature de l'armistice semble proche, mais cette joie potentielle est tempérée par le deuil qui frappe chaque quartier. On apprend par la rumeur publique la mort d'un artiste célèbre, d'un homme politique ou d'un simple voisin de palier. La grippe espagnole ne distingue pas les mérites ou les classes. Elle fauche dans la force de l'âge, touchant particulièrement les jeunes adultes de 20 à 40 ans, ceux-là même qui ont survécu aux tranchées. Vers la fin de l'automne, l'épidémie atteint son paroxysme avant de commencer une lente décrue. Le mois de novembre 1918 restera gravé dans les mémoires comme un moment de bascule extraordinaire. Le 11 novembre, lorsque les cloches des églises parisiennes sonnent à toute volée pour annoncer la fin de la Grande Guerre, la foule envahit les boulevards dans un élan de liesse indescriptible. On s'embrasse, on chante, on danse, on oublie, le temps d'une journée, les recommandations sanitaires et la peur du virus. Les drapeaux tricolores fleurissent à toutes les fenêtres. Mais derrière cette joie collective, la réalité médicale demeure. Dans les appartements, de nombreuses personnes sont trop faibles pour sortir célébrer la victoire. Pour elles, la fin du conflit mondial ne signifie pas encore la fin de leur combat personnel contre la maladie. Dans les jours qui suivent l'armistice, Paris entre dans une phase de transition étrange. Les soldats commencent à rentrer, mais ils trouvent une ville meurtrie différemment de ce qu'ils imaginaient. Les visages sont émaciés. Les files d'attente devant les magasins de ravitaillement sont toujours aussi longues, et le deuil de la grippe se superpose à celui de la guerre. Les cimetières parisiens, comme le Père-Lachaise ou Montparnasse, voient arriver des convois incessants. On enterre à la hâte sans les pompes habituelles. Les fossoyeurs sont eux-mêmes touchés par le mal, obligeant parfois les familles à participer au creusement des tombes. C'est une période de silence et de convalescence forcée. L'adaptation à cet environnement hostile a modifié les comportements urbains. Les Parisiens ont appris à vivre avec une conscience aiguë de leur vulnérabilité. On observe une attention nouvelle portée à l'hygiène publique. Les autorités commencent à réfléchir à l'amélioration de l'habitat ouvrier, à l'assainissement des quartiers insalubres que l'on appelle les îlots de tuberculose et qui ont été les plus touchés par la grippe. L'idée que la santé individuelle dépend de la salubrité collective commence à s'imposer, bien que les changements structurels prendront des décennies à se concrétiser. Le paysage sonore de la ville change également. Les chants patriotiques s'estompent pour laisser place au bruit d'une cité qui tente de se reconstruire. Le tramway, dont les vitres sont désormais souvent laissées ouvertes pour la ventilation, fait sonner sa cloche dans les rues encombrées. Les marchés retrouvent peu à peu leur couleur, à mesure que les transports ferroviaires sont rendus à l'usage civil. Mais la cicatrice est là. On remarque les manques dans les familles, les chaises vides autour de la table. La grippe a emporté autant, sinon plus, de civils en quelques mois que les bombardements de toute la guerre. La transition vers l'hiver se fait dans un climat de sobriété. Les stocks de bois et de charbon sont toujours bas, et le froid de décembre met à l'épreuve les organismes affaiblis par le virus. On se calfeutre, on porte plusieurs couches de vêtements à l'intérieur même des logements. La solidarité de quartier, forgée pendant les 4 années de guerre, reste le principal rempart contre la misère. On s'échange des recettes pour cuisiner les restes, on se prête des couvertures. La vie quotidienne est une suite de petits ajustements pratiques pour économiser l'énergie et maintenir un semblant de dignité. En observant les rues de Paris à la fin de l'année 1918, on voit une population qui a appris à vivre dans l'immédiat. Le futur est encore trop incertain et le passé trop douloureux. On se concentre sur les gestes simples du jour. Aller chercher le lait, vérifier que les enfants n'ont pas de fièvre, s'assurer que la concierge a reçu ses étrennes malgré la crise.
Cette vie ordinaire, faite de routines répétées et de précautions constantes, est le véritable visage de la résistance parisienne face à l'épidémie. La mémoire de cette période restera longtemps ambiguë, éclipsée par le traumatisme massif de la guerre et par l'explosion créative des années folles qui suivront. La grippe espagnole sera souvent reléguée au second plan des livres d'histoire. Pourtant, pour ceux qui l'ont vécue à Paris, elle a été une expérience totale, modifiant leur rapport à la foule, à l'intimité et à l'espace public. Le Paris de 1918 n'était pas seulement la ville de la victoire, c'était aussi une ville en lutte contre un ennemi invisible, où chaque geste de la vie courante était devenu une décision lourde de conséquences. Avec le recul, cette période apparaît comme un moment de bascule vers la modernité. Les leçons apprises dans la douleur sur la propagation des maladies, sur l'importance de l'air et de la lumière dans l'architecture, et sur la nécessité de services de santé publique coordonnés, façonneront le Paris du XXe siècle. Mais en cet hiver 1918, pour le Parisien moyen, il s'agit surtout de survivre à un jour de plus, de maintenir le feu dans le poêle et d'attendre que le printemps ramène enfin la santé dans les foyers. Le soir tombe désormais sur la ville, effaçant les silhouettes des passants sur les ponts de la Seine. Les lumières des réverbères, encore timides, dessinent des cercles jaunes sur le pavé mouillé. On rentre chez soi, on ferme la porte sur le froid et sur l'incertitude du monde extérieur. On retrouve le cocon protecteur, bien que fragile, de l'appartement familial. Demain, le rythme reprendra. Le métro de 6 heures, la queue à la boulangerie, le travail à l'atelier ou au bureau. Une vie faite de courage silencieux, de résilience et de petits espoirs quotidiens, au cœur d'une ville qui, malgré les épreuves, refuse de s'arrêter de battre. Ainsi s'achevait cette année singulière, où la mort et la vie s'étaient livrées une bataille acharnée dans chaque rue de la capitale. La grippe espagnole, après avoir traversé Paris comme un ouragan silencieux, laissait derrière elle une population épuisée mais debout, prête à affronter les défis d'un nouveau monde né des cendres du précédent. La vie ordinaire reprenait ses droits, lentement, avec la prudence de ceux qui savent que la paix, comme la santé, est un équilibre précaire que l'on doit chérir chaque jour.